Séquence 3, décrypter. Sujet 2, ce qui nous empêche d'agir à l'échelle individuelle. Il existe plusieurs types de freins psychologiques et psychosociologiques qui peuvent limiter notre prise de conscience et nous empêcher d'agir. Nous allons en voir quelques-unes dans cette vidéo. Savoir, ce n'est pas faire. Qui n'a pas entendu parler de réchauffement climatique, de perte de biodiversité ou des menaces qui pèsent sur les ressources naturelles ? Toutes les études montrent qu'on est tous très conscients, que la plupart des gens sont conscients des menaces, sont motivés pour agir pour l'environnement, parfois ont même l'intention d'agir. Et pour autant, on n'y est pas. Un certain nombre de personnes n'ont pas pour autant changé leur comportement. Donc au-delà des dimensions sociales, il y a des enjeux individuels dans les changements de comportement et qui facilitent ou qui au contraire freinent notre capacité à passer à l'action. Et ce passage et cette difficulté du passage de l'intention à l'action, c'est ce qu'on appelle le fossé intention-comportement. Loin des yeux, loin du cœur ? Comment la distance psychologique influence notre relation à la transition ? Les risques liés au changement climatique et à l'impact que l'humain a sur l'écosystème sont des risques qui sont perçus comme étant lointains et comme étant abstraits. Et ça peut freiner notre passage à l'action tout simplement parce qu'on a besoin aujourd'hui de mettre en œuvre des comportements concrets et immédiats pour des enjeux qui, eux, sont futurs, lointains et parfois très abstraits. C'est aussi un peu les limites de notre cognition. On a appris à se projeter dans le futur, à anticiper. Néanmoins, ces anticipations et cette projection dans le futur est toujours moins concrète que ce qu'on perçoit aujourd'hui immédiatement. C'est ce qu'on appelle la considération pour les conséquences futures en psychologie. Et c'est ce défaut parfois de considération pour les conséquences futures qui peut nous freiner et nous empêcher de passer à l'action. Face à ça, il y a plusieurs éléments. D'une part, rendre plus tangible, plus concrète les conséquences du changement climatique. On sait qu'aujourd'hui, elles se font plus directes. Donc ça va nous aider à passer à l'action. Et d'autre part, c'est aussi favoriser la projection dans le futur, la pensée du long terme. Par exemple, quand on veut convaincre des élus de prendre des mesures pour protéger des espaces naturels, parfois il y a de la réticence liée à des enjeux très immédiats. Les aider à se projeter dans un futur plus lointain, avant de leur proposer ce type d'action, peut favoriser leur adhésion et faciliter leurs décisions. C'est ce qu'on a mis en évidence, par exemple, avec le Conservatoire des espaces naturels, dans le cadre d'une recherche-action qu'on a menée avec eux. Les relations. L'enfer, c'est les autres ? Un autre frein vient du fait qu'on pense souvent que la crise écologique concerne d'abord les autres. Comme face à tous les risques, l'humain il a tendance, pour se protéger et pour éviter l'anxiété, à considérer que ce risque, c'est d'abord les autres avant d'être lui. Dans le cadre de la crise écologique, c'est aussi un élément qui peut ralentir notre action et ralentir notre prise de conscience. Et c'est justement ce qu'on appelle l'optimisme comparatif. Mais les autres, c'est aussi une ressource, c'est aussi un levier, tout simplement dans le sentiment qu'on peut avoir que les autres sont passés à l'action et qu'il est en fait normal, bien vu et attendu des autres qu'on passe à l'action. Et ces normes sociales, comme on dit en psychologie, c'est des normes qu'on peut changer, qu'on peut transformer, qui mettent parfois un peu de temps. Par exemple, en montrant tous ceux qui se sont déjà engagés, en rendant visibles les changements positifs de comportement, en incitant les acteurs et ceux qui se sont engagés à le montrer et à le partager, on arrive à transformer ce qu'on appelle la norme sociale et faire de ce qui était avant une barrière un vrai levier, c'est-à-dire l'influence des autres. Comment le changement climatique bouleverse nos perceptions du monde ? Un autre facteur psychologique entre en jeu. Prendre conscience des limites des ressources naturelles, c'est aussi s'interroger sur la place de l'homme dans l'écosystème. Et ça vient bouleverser en profondeur nos représentations, ce qu'on appelle le noyau central de nos représentations. Et transformer nos représentations, c'est jamais évident. On a l'habitude de penser que l'homme est au centre des écosystèmes. C'est ce qu'on appelle la vision anthropocentrée de l'écosystème et de la nature. Et de là, il faudrait passer à une vision plus écocentrée qui fait de l'homme une partie de la nature et non plus le centre. Et ces transformations de représentation, elles induisent du changement, elles induisent de la résistance au changement. Et c'est d'ailleurs cette résistance au changement des représentations qui est le premier signe du changement. Donc c'est un bon signe et c'est un signe positif. Émotion. Il est où le bonheur ? Il y a un autre élément de notre psychologie qui joue beaucoup dans notre capacité à changer, ce sont les émotions.
Les émotions, c'est la part de l'homme qui n'est ni froide ni rationnelle, mais c'est la part de l'homme impliqué, c'est la part de l'homme enthousiaste, ou c'est la part de l'homme qui peut avoir peur face aux enjeux du changement climatique. Les derniers travaux en psychologie sur l'impact des émotions sur notre capacité à changer montrent que, par exemple, la colère ou la peur peuvent être des moteurs de changement de nos comportements, à condition d'avoir des moyens simples et des moyens qu'on perçoit comme efficaces pour agir. Si jamais on n'a pas ces éléments-là, la colère et la peur créent plutôt du déni, nous empêchent de reconnaître le risque et vont nous amener à nier peut-être même la réalité du réchauffement climatique ou de la crise climatique. De la même façon, on s'est aperçu qu'au-delà de ces émotions qui sont parfois un peu négatives, il y a d'autres émotions comme le plaisir, comme la fierté, qui, lorsqu'on les anticipe, lorsqu'on se dit « je vais être fier et je vais être heureux d'agir pour l'environnement, individuellement ou collectivement », ça peut être aussi des moteurs d'un changement durable des comportements. Mais attention, ces effets-là dépendent aussi un peu des publics auxquels on s'adresse. Pour certains publics non sensibilisés, qui sont un peu éloignés du sujet du changement climatique et des changements de nos habitudes ou de nos modes de vie, c'est plutôt des éléments basés sur le risque à ne pas changer qui vont pouvoir déclencher un intérêt et peut-être déclencher le passage à l'action. Là où sur des publics plus sensibilisés, ça va être les bénéfices qu'on va pouvoir tirer d'un engagement dans les changements de comportement qui vont avoir un impact sur ces populations-là. Donc ça veut dire qu'il faut toujours ajuster et toujours adapter la façon dont on va parler de ces enjeux-là aux personnes auxquelles on s'adresse, prendre le temps de les écouter, de comprendre leurs motivations et d'ajuster la façon dont on leur propose de changer selon leurs propres motivations et pas selon seulement nos propres motivations à nous. Accompagner le changement. Donc au final, les facteurs clés pour créer l'intention du changement, c'est d'abord la perception et l'image du changement et des comportements qu'il implique. Ensuite, c'est l'idée qu'on n'est pas tout seul, qu'on agit avec les autres et qu'on agit d'une façon qui est bien vue par les autres. Et puis le troisième élément, c'est la capacité perçue à agir et le sentiment qu'on a que ce qu'on va faire, on va être capable de le réaliser, mais aussi qu'on va être capable d'avoir un impact avec ses comportements. Ces éléments-là, ensemble, ils créent l'intention. Mais on l'a vu, l'intention n'est pas l'action et il y a ce fameux fossé entre l'intention et l'action. Et là-dessus, il faut ne pas s'en remettre qu'aux individus. Il faut aussi penser au contexte et aux environnements de vie dans lesquels les gens ont à décider et à agir. Et il faut que ces environnements de vie deviennent eux-mêmes des aides et deviennent conçus pour nous aider à passer à l'acte. Donc au final, ce qu'il faut, c'est mettre non pas l'humain au centre du changement, mais prendre en compte l'humain pour mettre la nature au centre du changement.